Donc, résumé d'Eugénie Grandy. Roman écrit par Honoré de Balzac, paru en 1833, étude de mœurs, scène de la vie de province. Description de la ville de Saumur, Maine et Loire, avec sa vie commerciale, les commentaires de ses habitants. Monsieur Grandy, qui a acquis une grande richesse grâce à de bonnes affaires, et qui a donc une grande influence politique et commerciale sur les habitants de Saumur. Il leur inspire du respect et de la terreur, à cause de la facilité avec laquelle il réussit toutes les spéculations qu'il entreprend. Description du personnage du père Grandy. Sa façon de parler, pour résoudre quelques difficultés, il dit « Je ne sais pas, je ne puis pas, je ne veux pas, nous verrons cela ». Pour la description physique, cette figure annonçait l'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice. C'est-à-dire, il concentre ses sentiments dans la jouissance de l'avarice. Il s'amuse et se réjouit de l'avarice. Et sur le seul être qui lui fut réellement de quelque chose. Sa fille, Eugénie, sa seule héritière. Toujours vêtue de la même manière, elle ne change pas de vêtements, sa maison est fréquentée par 6 habitants de Saumur. À l'occasion de l'anniversaire d'Eugénie. Appartenant à 2 familles, les Créchot notaires et les Des Grassins banquiers, qui rivalisent de flatteries, d'espiègleries, de flagorneries, en sorte que le jeune homme de leur famille, le neveu de M. Cruchot, ou Adolphe, donc M. Cruchot et Adolphe Des Grassins puissent obtenir la main d'Eugénie. Description de la maison où il n'y a que le strict nécessaire, c'est-à-dire le produit, les aliments dont on a besoin, et dont l'aspect est misérable. Despotisme de l'avare envers sa femme. Despotisme de l'avare envers sa femme. Sa fermeté, sa tyrannie, l'inflexibilité envers sa femme. Sa fille et la servante. Envers sa femme, sa fille et la servante. La grande nanon. Pour qu'on ne dépense que ce qui est indispensable. Donc c'est un avare, c'est un radin, c'est un grigou, comme elle va le qualifier, Madame Des Grassins, lorsqu'elle présente la famille Grandy, Félix Grandy, à Charles Grandy, lorsqu'ils proviennent en provenance de Paris. Début de l'action. Donc, une soirée du mois de novembre 1819, pour le 23e anniversaire d'Eugénie. Eugénie fait ses 23e année. Présence des 2 familles rivales, on a dit les Créchot et les Des Grassins. Seule Eugénie et sa mère, ayant pour qualité érotisme, dépendance totale à son mari et foi. C'est une femme qui est pieuse. Ne s'intéresse pas à l'argent. D'ailleurs, elle ne sait rien de la richesse du père Grandy. Arrivé de Charles, 22 ans, neveu du père Grandy, durant la soirée, contraste entre son habillement et sa manière de dîner, et ceux des provinciaux. Donc, il y a une différence entre les Parisiens et les provinciaux de la fête. Eugénie s'en lettre pour son cousin. Eugénie, au fond, c'est-à-dire, elle tombe aveuglément amoureuse de son cousin. De l'intérêt qui devient bien vite de l'amour. Dans une lettre apportée par Charles, Guillaume Grandy apprend à son frère qu'elle a fait faillite et le charge de prêter de l'argent à Charles pour qu'il puisse partir pour les Indes. Le jour suivant, le père Grandy lit dans un journal un article qui annonce le suicide de son frère. Événement tragique, malheureux pour Charles Grandy. Eugénie et sa mère s'arrangent pour offrir plus de commodité à Charles. Donc, ici, rupture des habitudes
robe pas plus riche, bougie. Quand le père Grandet s'en aperçoit, c'est-à-dire après connaissance, conscience de sa transformation, et les réprimande, c'est-à-dire il les punit, il les châtie. Insensibilité de celui-ci qui révèle la vérité à Charles. Donc, très sévère, très dur, insensible, il annonce, révèle la vérité à Charles de façon directe et qui déclare, lorsqu'il voit son neveu se plaindre pour la mort de son père, ce jeune homme n'est pas bon à rien, il s'occupe plus de morts que de l'argent, il s'occupe plus de morts que de l'argent, c'est-à-dire il ne vaut rien. Douleur sincère de Charles que Madame Grandet et sa fille tentent de consoler et réconforter. Considération de Balzac sur l'argent. Ici, Balzac fait une considération sur l'argent. Le Dieu, c'est le Dieu pour Monsieur Grandet, pour le père Grandet. Véritable Dieu qui domine les lois, la politique et les mœurs. Donc ici, Balzac, le scripteur, lorsqu'on écrit, il y a l'empreinte du scripteur. C'est la personnalité psychologique, la personnalité c'est la psychologique psychologique de scripteur. Donc, qui domine les lois, la politique et les mœurs. Considération sur la vie de l'avare, basée sur l'amour propre et l'intérêt. Donc l'amour propre et l'intérêt. Deux parties d'un même tout. Donc on a ici considération sur l'argent et considération sur la vie de l'avare, basée sur l'amour propre et l'intérêt. Deux parties d'un même tout. Donc deux parties d'un même tout. Il y a un tout. C'est quoi le tout? Le tout ici, c'est la considération sur l'argent et la considération sur la vie de l'avare, basée sur l'amour. On a deux parties d'un même tout. L'égoïsme, elle a déjà envisagé un stratagème pour se moquer des créanciers et de son défunt frère. Elle a fait appel à un stratagème, à un tactique pour se moquer des créanciers de son défunt frère. L'adresse qu'elle a acquise dans le commerce, l'habilité qu'elle a acquise dans le commerce, disons, lui avait valu le surnom de vieux chien. Donc il est appelé le vieux chien. On le surnomme le vieux chien. Néanmoins, peut-être aussi, serait-il également probable que sorti de son mur, le bonhomme n'aurait fait qu'une pauvre figure. Peut-être en est-il des esprits comme de certains animaux qui n'engendrent plus, transplantés hors du climat où ils naissent. Dans une réunion avec les Créchot et les Desgrassins, il obtient des conseils de la part du président Créchot, qui est notaire, pour résoudre le problème de la faillite de son frère. Et le banquier Desgrassins réussit pour plaire à Grandet à arracher l'autorisation à aller à Paris pour intervenir dans cette affaire. Donc ils rendent service à M. Grandet, pas parce qu'ils aiment, ils ont peur ou bien ils peur, mais c'est par flatterie, par espièglerie, en familier on dit il passe à pommade. C'est pour flatter et avoir une relation avec M. Grandet pour qu'il leur donne leur fille. C'est pour l'argent. Une nuit, Eugénie entend des lamentations. Une nuit, des lamentations qui viennent de la chambre de son cousin. Il y va et durant le sommeil de Charles, il lit les deux lettres qu'il était en train d'écrire avant de s'endormir. Dans la première, il écrit à une certaine Annette à laquelle il annonce son prochain départ pour les Indes. Sa décision de la quitter, définitivement, elle laisse deviner qu'elle entend épouser sa cousine. Dans la deuxième, il demande à son ami Alphonse de vendre ce qui lui reste pour payer ses dettes. Eugénie est émue par la bonté de son cousin et décide de lui donner son or, représenté par des pièces d'or que son père lui a données à l'occasion des fêtes et qu'elle tient dans une bourse. Ce matin, j'ignorais ce qui était l'argent. Ce matin, j'ignorais que c'était l'argent. Vous me l'avez appris. Ce n'est qu'un moyen, voilà tout. Charles est touché par la bonté de sa cousine et finit par accepter son or. Il lui donne le nécessaire de toilette
boîte en or et 2 portraits entourés de perles qui ont appartenu à sa mère. L'amour entre Eugénie et Charles semble authentique. Quand Charles part pour les Indes, ils se promettent d'être l'un à l'autre à jamais. 2 mois plus tard, le 1er janvier 1820, M. Grandet est heureux parce qu'il a réussi une spéculation. Offre un Napoléon à sa fille. Offre un Napoléon, ici un Napoléon, c'est métonymie, un Napoléon à sa fille, en lui disant, elle faut de l'argent pour être heureux, et demande à sa fille de lui montrer en son or. Il lui répond qu'elle a donné son or. Mon père, si vous me faites des présents dont je ne sois entièrement maîtresse, reprenez-les. Je suis majeur. Je fais de mon argent ce qu'il m'a plu d'en faire. Devinant qu'elle a donné son or à Charles, elle l'a maudit. Elle l'a puni en la tenant enfermée. C'est-à-dire, la riche pauvre Eugénie est séquestrée dans sa chambre, au pain et à l'eau pendant plusieurs mois. Madame Grandet essaie en vain de la défendre et commence à se sentir mal. Elle tombe malade très rapidement. La même année, Madame Grandet, qui désormais est gravement malade, demande au notaire Cruchot d'intervenir. C'est alors que M. Grandet accepte de se réconcilier avec sa fille, car elle risquerait, pense-t-il, de conserver sa part d'héritage. Elle ne l'a pas pardonné parce qu'il est sa fille, mais parce qu'il va conserver sa part d'héritage si sa mère meurt, à la mort de sa mère. Il fera en sorte qu'il y ait renonce. Au mois d'octobre 1822, Madame Grandet meurt en chrétienne, c'est-à-dire pieuse. Elle tremblait de laisser cette brebis blanche comme elle, seule au milieu d'un monde égoïste qui voulait lui arracher ses trésors. Après la mort de sa femme, le père Grandet fit signer un document à Eugénie, quelle horreur, c'est abominable, par lequel elle renonce à sa part d'héritage. Voilà comment doivent se faire les affaires. La vie est une affaire, je te finis. Tu es une vertueuse fille qui aime bien son papa. Le père Grandet, sentant le poids des ans, révèle à sa fille les secrets du ménage et lui enseigne ses façons d'avarice. 5 ans après, en 1827, il l'initie au secret de sa fortune. Eugénie Swann, son père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Quand les jours de l'agonie arrivent, il demande souvent à sa fille de lui apporter de l'or et le contemple pendant des heures. Après la mort de son père, Eugénie, âgée de 30 ans, orpheline, amour et évangile, devient l'objet des attentions de la famille Cruchot. Entre-temps, Charles a mené une vie très dissipée et s'enrichit grâce à la traite des nègres et à l'usure. Au contact perpétuel des intérêts, son cœur se refroidit. Se contracta, se dessécha. Sur le bateau du retour en 1927, il rencontre un gentilhomme ordinaire de la chambre de Charles V, Monsieur de Brayan, dont la fille est laide et sans dot. Même si elle est laide, elle se mariera avec elle, c'est pour son argent, parce qu'elle est marquise, qui voit la possibilité de devenir un noble, décide de se marier avec cette jeune. Elle envoie une lettre à Eugénie en lui révélant ses intentions et lui demandant de lui rendre ses cadeaux. Eugénie, désespérée, parle avec le curé, qui lui conseille de se marier avec quelqu'un d'autre. Elle propose un mariage blond au président Cruchot, qui accepte par intérêt et qui meurt après avoir été nommé député. Ainsi, Eugénie devient veuve à 33 ans. Malheureuse, si tu ne maries, même si elle est riche, élevée en économisant et en donnant beaucoup d'argent aux pauvres pour des biens et des faits caritatifs. Depuis quelques jours, on parle d'un nouveau mariage pour elle. Donc c'est fini pour Eugénie Grandet. Un résumé complet. J'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre ce roman d'humeur, ce roman psychanalyste de
qui appartient à la série comédienne d'Honoré de Balzac. Et merci.